Rebonjour à toutes et à tous, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent cet après-midi pour cette deuxième grande partie des 24 heures pour rebondir dans les territoires. Nous sommes en centre Val-de-Loire, cet événement qui est conjointement organisé par le Second Souffle, cette association qui accompagne des chefs d'entreprise tout au long de leur rebond professionnel. Et puis CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat Centre Val-de-Loire, qui co-organise également cet événement. Alors, vous avez la possibilité, si vous venez de nous rejoindre, de vous connecter sur le site par lequel vous êtes ici présent et de cliquer sur la rubrique partenaire si vous voulez assister au salon. Il y a un salon virtuel qui vous est proposé et vous avez la possibilité d'aller prendre des rendez-vous et de contacter les personnes que vous souhaitez parmi les personnes présentes sur ce salon. Et puis, je vous le rappelle, un concours vous est également proposé avec 8 voyages, 8 séjours de 2 jours pour 2 personnes qui vous sont proposées également avec ce jeu concours. Vous cliquez sur l'accueil, vous descendez un petit peu plus bas et vous avez le jeu concours, vous cliquez dessus et vous vous inscrivez pour participer à ce concours. Et il y a un lien également sur le fil d'actu si vous ne trouvez pas tout de suite. Voilà, bienvenue donc dans cet après-midi avec de 14h donc à 14h45 la CMA qui va vous présenter 2 entrepreneurs inspirants. Je vais laisser la parole à William qui veut prendre la parole. Vas-y. Oui, Fred, tu peux régler ton micro s'il te plaît, parce que ça recommence. Ah. Et donc j'en profite pour vous dire que il nous manque un entrepreneur qu'on essaie de contacter pour qu'il vienne rejoindre notre table ronde. Et voilà. Et c'est bon pour toi, Fred? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Non, ça grésille toujours. Ça va pas. Alors, est-ce qu'on essaye sans le... Est-ce que ça marcherait comme ça? Non, c'est pareil. Voilà. Voilà. Rebranche-le quand même. Tu m'entends? Alors, est-ce que là, ça va? Oui, c'est bon là. Est-ce que là, c'est bon? Ça paraît bon? Oui. Allez, donc on va continuer comme ça et on se reconnectera s'il faut. Merci William pour ta vigilance technique. Désolé, mais ce sont un peu les aléas de la technique. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette table ronde Alain Miosek. Bonjour Alain, merci d'être là. Merci d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous, c'est l'ébénisterie, c'est la marqueterie. Vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours. Vous avez passé un CAP en 2019, mais racontez-nous un petit peu ce changement. Hein, d'où vous venez, comment, qu'est-ce que vous faisiez comme métier et qu'est-ce qui vous a amené finalement à changer de métier comme ça, vous diriger vers ce métier d'ébénisterie, de la marqueterie? Eh bien, du coup, j'ai travaillé un peu plus de 20 ans dans l'industrie, d'abord dans l'automobile, puis le médical. J'ai commencé en 96 et à un moment donné, du coup, donc j'ai occupé des postes d'encadrement dans le médical. Et puis, malgré les challenges qui étaient vraiment super intéressants, peut-être la crise de la quarantaine, on se dit à un moment donné, il faut que ce que l'on fasse ait du sens. J'avoue que j'arrivais pas à m'éclater et j'avais pas forcément, je trouvais pas le fil conducteur qui pouvait me guider pour la suite dans l'industrie. Et voilà, j'avais un petit hobby qui était de travailler le bois à mon loisir et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et donc, en 2017, j'ai décidé du coup de prendre cette voie et donc progressivement de monter un dossier de financement, de retourner à l'école, de passer mon CAP en 2019 et puis de créer mon entreprise par la suite. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un changement de vie. Retourner à l'école à 42 ans, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique?
pour soi, pour les autres aussi, pour sa famille, etc. C'est assez fort parce que des certitudes, on en a. Et quand on est en train de découvrir un nouveau métier, même si j'étais pas qualifié d'expert, mais j'étais bien affûté dans mon précédent métier. Hein, c'était la qualité dans l'industrie ou la gestion des projets pour ceux qui connaissent. Effectivement, aller faire le travail d'ébénisterie ou de marqueterie, c'est complètement différent. Donc, j'avais plein de certitudes. Il faut accepter de ne plus en avoir et de réapprendre les choses. Et puis, vraiment d'être à l'écoute. Parce que du coup, on recrée vraiment la situation d'apprentissage que j'avais connue donc il y a 30 ans à l'école. Et voilà, et il faut accepter du coup d'avoir quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui nous apprend, et du coup, ça c'est pas évident au départ, quoi. Alors, vous aviez 42 ans. Ce CAP, on le passe en combien de temps? Alors, du coup, c'est en une année scolaire. Je suis rentré donc en septembre 2018 et j'ai passé mon CAP en juin 2019. Donc, ça reste un CAP, un apprentissage éclair. Hein, et donc pour pratiquer derrière, pour avoir de l'autonomie, il faut quand même un peu de pratique. Enfin, il faut œuvrer. Après, derrière, il faut continuer à apprendre oui. en faisant. Et puis, alors, ce que vous nous dites, hein, c'est qu'il n'y avait plus, pour que les internautes qui nous écoutent comprennent, c'est qu'il n'y avait plus cette flamme finalement. Vous aviez une charge mentale qui était telle que voilà, vous avez éprouvé vraiment ce besoin d'accomplir quelque chose, d'avoir, de partir dans cette quête de sens que vous nous expliquez. C'est ça. J'étais habitué à avoir comme une charge mentale importante par ce travail. Et en fait, pour l'accepter et faire face à ça, il faut une dose d'énergie suffisante pour se dire, OK, comment j'attaque la falaise, c'est dur, et comment j'y vais, et comment je trouve les armes pour y aller. Et à un moment donné, un peu d'essoufflement, j'avoue, et du coup, j'ai pas forcément l'énergie pour me dire, je vais l'attaquer la falaise, quoi. Donc il faut et pour autant je suis quelqu'un qui est plutôt un homme de projet. Je peux pas concevoir la vie où j'attends juste de passer les étapes les unes après les autres. Donc il faut que ça ait du sens. Et si j'ai pas l'énergie pour un domaine, il faut trouver une autre voie, quoi. Alors, la formation, c'est une chose, vous aviez envie de vous servir de vos mains, c'est une deuxième chose, ça, vous aviez vraiment ce projet bien ancré en vous, vous aviez cette volonté, mais après, de là à passer à la création d'une entreprise artisanale, c'est pas facile. Alors, comment ça s'est passé, ces premières démarches? Parce que, à quel moment vous avez d'abord passé votre CAP en disant, bon, allez, je vais avoir la formation et après ça, je ferai les démarches, ou ça s'est fait un petit peu de front? Comment ça s'est passé? En fait, je me suis dit que c'était une idée, et quand j'en ai fait, je me dis ça devient un projet que je bâtis. Tout de suite, ça a été, je deviens artisan ébéniste, mais je crée mon entreprise. C'est-à-dire, je me suis pas dit, je me mets artisan, enfin, je passe mon CAP d'ébéniste, je me salarie un petit peu et ensuite je crée mon entreprise. Donc, j'avoue, avec du recul, c'était un peu osé, mais c'était les données d'entrée. En fait, si vous voulez, c'est que cette situation de salariat que j'ai connue pendant 20 ans, où on est dans un poste où on n'a pas forcément les manettes pour accomplir les objectifs qu'on nous confie. Et là, c'était aussi une des données qui a fait que je voulais y aller. C'est que demain, si je prends une direction, je veux me donner les moyens d'aller dans cette direction et d'atteindre les objectifs que je me donne. Donc, dès le départ, c'est clair que c'était être ébéniste et être entrepreneur. Alors justement, ça vous a amené finalement à être accompagné aussi, du coup, financièrement, pour pouvoir financer une partie de des coûts de formation. Par qui vous avez été accompagné et suivi justement à ce sujet? Alors, du coup, le point de bascule et de non-retour, c'était que j'ai monté un dossier auprès du fonds GESIF. Alors, je ne vous entends plus. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que vous m'entendez?
Moi, je vous entends pas. Mais allez-y, continuez. Je vais essayer de régler le problème. Allez-y, allez-y. D'accord. Donc, je disais en fin de compte que pour la partie en fait financement, le point de bascule a été la validation de mon dossier par le fonds GESIF et qui a pris en charge en fin de compte une partie de mon salaire et les coûts de la formation qui m'ont permis de retourner à l'école au mois de septembre 2018. Donc ça a été vraiment l'élément clé qui a permis de dire ça y est, je prends une nouvelle voie. Et effectivement, sans cette partie de financement, parce que j'ai une maison, j'ai les crédits sur le dos, j'ai 3 enfants. Donc, alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous n'aviez pas, on l'a vu dans les tables rondes précédentes ce matin, que toute la famille est là aussi. C'est un projet familial où tout le monde voilà, croit dans le projet du conjoint. Pour vous, ça n'a pas été tout à fait la même chose parce que votre épouse, son père, je crois, était artisan lui-même pendant une cinquantaine d'années et elle ne l'avait jamais vu. Donc, elle n'était pas très encline à vous suivre dans votre projet. C'est ça, parce que du coup, effectivement, alors moi, de par mon métier dans l'industrie, donc j'étais aussi, j'avais un volume d'heures qui était assez conséquent, et l'idée de me mettre dans l'artisanat, bien sûr, en plus qu'en créant mon entreprise, et donc ma femme avait ce recul-là, elle se dit, mais je te verrai pas plus, donc l'idée, c'est pas non plus de changer de voie pour que on ait la vie de famille en pâtisse de nouveau, donc il fallait vraiment, c'est devenu du coup un projet de famille à partir du moment en fait où on a convenu d'objectifs, mais ensemble, que j'allais créer, mais en me donnant un certain nombre d'heures de travail dans la semaine, et qu'au-delà de ça, ça veut dire que je faisais fausse route, quoi, qu'il fallait pouvoir se recaler. Alors justement, parce que là, vous êtes un peu différent des projets qu'on a pu entendre ce matin, où on travaille de 5 heures du matin à 23h30, on ne compte pas ses heures, voilà, on est vraiment à fond dans son entreprise, on a des enfants qui ont l'âge qu'ils ont, mais ils vont se débrouiller un petit peu. On est soutenu quand même moralement, mais quelque part, on fait beaucoup d'heures. Vous avez pris le principe de, si vous vous lanciez dans le projet, ça serait pas plus de 50 heures par semaine. Ouais, c'est ça, c'est l'objectif. Alors, je ne vous cache pas que je suis au-dessus de 50 heures pour l'instant, mais pas beaucoup plus. C'est-à-dire, je fais peut-être aller 55, ça m'arrive peut-être d'avoir des pics de 60 heures quand j'ai une grosse installation à faire chez des clients. Mais par contre, si j'ai un pic, ma femme aussi et mes enfants s'y retrouvent, c'est qu'à un moment donné, je vais prendre plus facilement une journée en semaine pour être avec eux, par exemple. C'est-à-dire qu'on convient que quand j'ai une semaine à 60 heures, c'est quelque chose d'exceptionnel et que dans ce cas-là, il y a un équilibre qui doit se faire à un autre moment, quoi. Il faut qu'il y ait une compensation. Exactement. Et même au niveau du revenu, vous avez souhaité quand même avoir un niveau de revenu. Alors, vous faites en sorte que ça puisse être possible. C'est ça. Alors, du coup, pour l'instant, je n'y suis pas, parce qu'en plus, je viens juste du coup de finir aussi. Ce qui est bien, c'est l'assurance chômage qui a pu m'accompagner dans le démarrage de mon projet pendant ces 2 premières années. Et du alors, expliquez justement comment ça se passe. Vous êtes couvert pendant 2 ans? C'est ça, c'est ça. Du coup, une fois que j'ai quitté ma société, du coup, j'ai pu accéder, en fait, j'ai pu m'inscrire chez Pôle emploi et bénéficier de l'assurance chômage pendant mes 2 premières années. Et moi, ça m'a permis, à côté de ça, du coup, d'avoir un revenu qui permettait de subvenir aux besoins de la famille et de faire grandir ma société. Et donc là, j'arrive à la 3e année de l'entreprise et on a pu bâtir un bilan prévisionnel avec le comptable de cette année jusqu'aux 3 prochaines années où je vais commencer à me verser un salaire qui n'est pas très copieux pour cette année, mais qui va progresser l'année prochaine et encore l'année suivante. Et du coup, je l'espère revenir à un niveau de salaire, pas ce que j'avais avant, mais qui soit confortable pour la vie de famille. Alors, vous avez été suivi par la Chambre des métiers. Alors, expliquez-nous. Donc, il y a eu la CMA et également Initiative Loir-et-Cher. Tout à fait. La Chambre des métiers, du coup, c'est une étape clé obligatoire
Et ça, je le recommande aussi, c'est le stage de préparation à l'installation. C'est-à-dire, on a 5 jours de formation quand on décide d'être entrepreneur, hein, qu'on soit auto-entrepreneur ou ça. Enfin, je ne vais pas faire la réclame de la Chambre des métiers, mais Non, mais c'est important de préciser ce ouais. dont vous avez bénéficié justement pour au démarrage. Et du coup, c'était un conseil vraiment pertinent parce qu'on échange sur toutes les facettes comment dire, auxquelles sera confronté l'entrepreneur, que ce soit la partie comptabilité, la partie URSSAF, la partie commerce, et ainsi de suite. Et pour mon cas, si vous voulez, j'avais même commencé à créer ma structure en auto-entrepreneuriat. Et à l'issue du stage de préparation à l'installation, ben, en fin de compte, j'ai monté un dossier avec un comptable pour passer en SARL, quoi. Il était vraiment plus judicieux pour moi d'être directement en société que d'être en auto-entrepreneur. Donc la CMA m'a beaucoup aidé sur ce principe-là. Et puis après, j'ai eu quelques investissements à faire. Et je me suis tourné vers Initiative Loire-et-Cher, qui peut aussi donc, nous aider pour des prêts à taux zéro. Donc j'ai pu bénéficier d'un prêt à taux zéro sur les investissements que j'avais à faire. Et ça, ce qui était essentiel pour moi aussi, c'est que… C'est l'effet levier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ils m'ont attribué un parrain. Un parrain, c'est quelqu'un, en fin de compte, qui a l'expérience de l'entrepreneuriat et qui travaille alors pour Initiative Loire-et-Cher et que je peux voir à fréquence régulière pour échanger sur les problématiques que je rencontre au quotidien, des fois les moments de doute, les moments compliqués, des fois, il m'apporte pas forcément, enfin, il prend pas des décisions à ma place, mais il m'aide à poser quand il y a un gros nœud, on pose les choses ensemble et puis des fois ça remet les idées en place. Donc c'est surtout ce regard extérieur, ce regard qui est pas vraiment à 100% dans l'entreprise, mais qui vous permet de voir clair, de sortir un petit peu de la tête et puis d'avoir ce spot et ce regard extérieur sur votre activité. Ouais. C'est ça. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a l'expérience de l'ébénisterie, mais qui a l'expérience de la gestion d'entreprise. Et c'est cette dimension-là que je ne connaissais pas aujourd'hui. J'ai toujours été salarié dans ma vie. Donc, c'est quand même une dimension importante. Alors, je parlais d'effet de levier. Je pensais notamment à Initiative Loire-et-Cher qui vous a permis peut-être d'avoir l'obtention d'un autre prêt à l'investissement auprès de la région. C'est ça ? Alors, c'est pas avec Initiative Loire-et-Cher, c'est avec la Chambre des métiers. Avec la Chambre des métiers, pardon. Construire un dossier pour obtenir également une subvention sur les investissements que j'ai eu à faire. Donc ça, c'est aussi… on a un dossier à monter. Le dossier est étudié, ça marche ou ça marche pas. Et moi, dans mon cas, ça avait marché pour mes premiers investissements et c'est effectivement aussi un bon coup de pouce pour démarrer, quoi. D'accord, donc d'où encore une fois la nécessité d'être bien accompagné, d'être bien conseillé. Et là, la CMA a complètement bien joué son rôle. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose que autant j'étais conscient qu'il existe ou j'ai plein de monde dans mon réseau qui me dit il y a ci qui peut aider, il y a tel ou mais où obtenir des adresses, vers qui se tourner, vers quels organismes. Et du coup, les premières étapes avec la Chambre des métiers est quand même bien, quoi. Donc, vous dites que l'important, c'est aussi de se fixer des objectifs. C'est ça qui permet quand même de séquencer un petit peu votre avancée. Ouais, ça, je le dois aussi à mon précédent métier où j'étais responsable qualité et travailler, définir une stratégie, définir des objectifs et des moyens pour aller vers ces objectifs-là. C'est quelque chose qui était devenu mon quotidien. Et je vous avoue, quand j'ai bâti mon projet, je l'ai façonné de cette manière-là, quoi. Je me suis donné des objectifs et le CAP, obtenir le CAP était un des moyens. Enfin voilà, il y a plein de… J'ai vraiment essayé d'amer étape par étape pour essayer aussi d'enlever… parce que devenir entrepreneur dans l'ébénisterie, dit comme ça, c'était vu en 2017, c'est quand même une grosse nébuleuse, quoi. Donc il a fallu pouvoir décomposer un peu tout ça, quoi. Alors, vous aviez encore pour terminer l'obligation presque de communiquer aussi et de vous faire connaître, parce que c'est ça aussi, hein, l'objectif et dans les différentes missions du chef d'entreprise, c'est aussi tout l'aspect évidemment, il y a la production, mais il y a aussi la commercialisation des produits et se faire connaître. Et donc, vous avez été confronté à la création d'un site internet. Alors expliquez-nous vraiment rapidement un petit peu pour que les internautes comprennent bien vraiment tous les enjeux et tous les points sur lesquels il faut être vigilant.
Ouais, eh ben, ouais, effectivement. Alors tout le monde m'avait encouragé dès le départ, mais dès les premiers mois en fait de la création, il faut un site internet, il faut un site internet. Je dis oui, je comprends, mais d'abord j'essaie d'apprendre mon métier, j'essaie de trouver des clients, j'essaie de faire face aux différentes difficultés. Puis et finalement c'est venu naturellement. Tout le monde me disait fais-le toi-même. J'ai dit je pense que je vais aussi, j'ai plein de choses à faire. Donc j'ai décidé de travailler avec une web designeuse. Et on a vraiment défini ensemble le cahier des charges. J'avais vraiment des idées très claires sur ce que je voulais. Ma femme m'a beaucoup accompagné aussi sur cette phase-là. Et puis, on a réussi du coup à définir et mettre en place quelque chose qui correspond vraiment à l'image qu'on voulait donner de l'ébénisterie contemporaine Miossec. D'accord, parce que tout ce qu'elle pouvait, tout ce que la designeuse avait fait, c'était bon, c'était pas toujours complètement satisfaisant, peut-être. Enfin, en tout cas, votre épouse a été de bons conseils. Oui, ben oui, parce que du coup, en fait, moi, ce que je comprenais, parce que dans mon entourage, on me disait, tout le monde me tannait en disant, il te faut ton site internet. Moi, je m'étais donné comme objectif, à un moment donné, bon, ce site, il faut qu'il sorte. J'avais fait, comment dire, la revue avec la web designeuse. Elle m'avait proposé des choses qui étaient quand même très, très bien. Mais quand on prend du recul, c'était pas forcément chirurgical, c'était pas vraiment les messages qu'on voulait passer. Et du coup, ma femme, à un moment donné, elle me dit, écoute, tu en feras ce que tu veux. Moi, j'ai relu. Voilà mes commentaires. C'est toi qui décides. J'ai pris le temps de relire ses commentaires et j'ai dit oui, effectivement, on va prendre le temps avant de publier et on va mettre à jour parce que c'est ce qu'il nous faut, quoi. Alors, un dernier point aussi, on entend des petites soufflettes quelque part, je ne sais pas d'où ça vient. En oui, fait, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Grégory. C'est cela? Non, je ne sais pas qui parle. Oui. Oui, c'est Grégory, c'est ça. Oui, bonjour. Alors, excusez-moi, je suis en ligne sur la visio. Ah, d'accord, ok. C'est bon, ça je vous passe la parole dans 2 petites secondes. Je voulais simplement laisser encore Alain nous préciser que pour l'organisation même de sa société et son développement, il y a une nécessité d'avoir un bon comptable également. Oui, aussi, ça c'est clair, effectivement, en tant qu'auto-entrepreneur, on est dégagé de cette nécessité-là, parce qu'on mène notre propre comptabilité et notre propre business plan. Et dès que j'ai décidé de passer en SARL, il m'en fallait un, et je me suis rendu compte que c'est vraiment nécessaire parce que du coup, on est quand même, on attend de lui quand même des bons conseils et de nous aider vraiment à bien orienter aussi. Les axes qu'on peut prendre, les libertés qu'on peut prendre en termes d'investissement et plein de choses que l'on ne connaît pas du tout. Enfin, pour ma part, j'étais pas du tout dans cette partie-là, donc c'était un bon comptable et vraiment judicieux. Oui. Bon, on t'entend plus, Frédéric. Bonjour Grégory, je voulais juste vous dire, est-ce que vous pouvez couper votre micro quand vous n'avez pas la parole, parce qu'on entend plein de bruit autour de vous. Ah, excusez-moi. C'est pas grave. Ah. Et Frédéric, on ne t'entend toujours pas. Débranche, rebranche. Un, deux. C'est bon, ça semble être reparti. Sans grésillement cette fois, c'est bien. Allez, je vous laisse. Allez, on va continuer. Merci, William. Désolé pour ces petits soucis techniques. Alors, merci beaucoup. Je reviendrai vers vous dans quelques instants, Alain. On va donner la parole à Grégory Verdez. Alors, Grégory Verdez, vous êtes patron de la société Tradib, c'est ça, qui fabrique des produits à partir de matériaux recyclés. Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Soyez le bienvenu. Vous avez une formation d'électromécanicien, c'est ça au départ, que vous avez fait à Nevers. C'est ça. Alors tout d'abord, merci de me recevoir. Merci à vous. Donc j'ai une formation en électronique et en électricité industrielle à l'origine. Réalisée à Nevers et en partie en apprentissage. Et lors de la fin de mon apprentissage, je suis rentré quasiment dans la foulée au sein de la société, qui est une entreprise familiale que mon père venait de créer. Qui s'appelle donc Tradib, c'est ça? Qui s'appelle Tradib. Donc Tradib, c'est l'acronyme de traitement de déchets industriels banals.
Aujourd'hui, l'activité de la société est focalisée sur le traitement et la création de produits issus de la brique alimentaire. Tout ce qui est en fait refus de pulpeur de briques alimentaires. Alors les briques alimentaires, il faut préciser, c'est les briques de lait, les briques de jus de fruits. C'est ça. Tout ce qui est emballage liquide alimentaire. Donc si vous voulez, dans les étapes, avant le travail de Tradible, il y a 3 étapes. Donc là, la collecte via les centres de tri. Deuxième étape, les papeteries qui enlèvent toute la partie carton dans la brique de lait. Et troisième étape, donc notre métier. Nous avons donc créé et mis au point la technique pour transformer ce qu'on appelle le refus de pulpeur. Le refus de pulpeur, c'est ni plus ni moins le déchet ultime des papeteries. Ils ne savaient pas quoi en faire. Il y avait des volumes très conséquents à ce niveau-là. Donc, nous avons créé et mis au point la technique pour transformer ce déchet en granulé. Et ensuite, on va du granulé jusqu'au produit fini. Piquet de vigne, piquet de clôture, mobilier urbain, planche de terrasse, planche encastrable. On a tous les accessoires possibles fabriqués avec la même matière. L'objectif étant de passer un maximum de matière pour pouvoir utiliser et puis minimiser l'impact environnemental justement des papeteries, parce que tout ce que je ne traite pas est ni plus ni moins enfoui en centre de décharge. Mmh. Et donc vous avez une unité de recherche et développement, notamment pour développer ce système. Vous avez une unité industrielle avec des machines qui transforment justement, qui font fondre, j'imagine, un peu ces granulés pour pouvoir les mettre dans des extrudeuses ou dans des moules pour pouvoir créer justement ces fameux piquets de clôture, ce mobilier urbain, ces palissades ou ces planchers terrasses pour les distribuer. C'est ça. Alors, ces produits, il faut préciser qu'ils sont recyclés, mais également recyclables, hein, c'est ça. Oui, alors ça, c'est un point important, j'imagine. Ça, vous mettez un point d'honneur à… C'est le sacerdoce quand on commence à travailler un déchet. Nous, si vous voulez, dans l'élaboration de la matière, la première réflexion a été surtout de dire on fabrique un granulé, d'accord, on fabrique un produit fini, ok, mais il faut aller plus loin dans le raisonnement, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement, il faut que le produit soit recyclable en fin de vie. Donc, c'est ce qu'on a fait. Nous, fabricants, aujourd'hui, on ne fait pas exception à la règle, on a des chutes de production. Pour ma part, la totalité des chutes de production sont réintégrées à 100%. Que ce soit la pièce loupée, le copeau de sciage, tous les éléments défaillants sont recyclés. L'objectif, c'est quand même de traiter un déchet, de lui donner une seconde vie. Donc, il ne faut pas régénérer d'autres déchets qu'on ne saurait pas maîtriser derrière. Alors, quels sont vos clients en fait? Alors, nos clients sont très variés. On va à la fois du particulier qui va avoir besoin du piquet, de la terrasse, la planche encastrable pour de la palissade, de n'importe quel type d'éléments qui peuvent être remplacés par le bois, enfin qu'on peut remplacer, qui pourraient être en bois, en simple piquet ou autre comme ça. Après, au niveau des clients, donc on va à la fois donc du particulier, le professionnel, les pépiniéristes, des aménageurs paysagers, on va du maçon, on travaille aussi avec des jardineries, parce qu'on diffuse nos produits également en jardinerie. Je travaille avec des fabricants de filtration naturelle pour les stations d'épuration. Là, aujourd'hui même, vous voyez, je suis dans une agence Big Mat dans l'Allier, avec laquelle justement on commence à diffuser un petit peu nos produits, parce que l'idée quand même, en plus de transformer le produit, c'est de changer l'état d'esprit face aux matériaux recyclés. Donc, on travaille un petit peu avec tous les domaines d'activité, que ce soit le client particulier comme l'industriel, dans tous les secteurs. D'accord, donc il faut faire un peu l'éducation des clients pour qu'ils puissent passer
à ces produits recyclables plutôt que de travailler sur C'est ça. des produits qui ne le sont pas. Comment est structurée l'entreprise aujourd'hui? Combien de personnes? Combien avez-vous Alors, de CDI? Oui. aujourd'hui, on reste une petite activité qui est en plein essor parce que je suis en plein recrutement. On est 7 emplois en CDI et j'ai quasiment 3 intérimaires permanents. Alors, je crois que votre sœur fait partie aussi de l'entreprise. C'est ça. C'est une entreprise qui est complètement familiale. Moi, je m'occupe de toute la partie commerciale et technique et ma sœur gère toute la partie administrative. C'est une entreprise qui est intégralement familiale. Elle restera familiale parce que c'est nous qui avons créé la technique pour transformer la brique de lait en France. Aujourd'hui, personne d'autre est capable de faire la même chose. Personne ne le fait. Alors, il faut dire que, et il faut raconter aussi les choses telles qu'elles sont, c'est que l'entreprise, eh bien, on va le voir, vous allez nous expliquer que c'est pas un long fleuve tranquille et qu'il y a bien sûr des embûches aussi quelque part et des problèmes auxquels il faut faire face. Votre père est décédé malheureusement en 2018 et voilà, vous avez subi également l'année suivante un incendie, notamment avec la destruction d'une de vos usines. C'est ça. Donc, Et avec en plus la particularité de ne pas avoir été particulièrement indemnisé encore par les assurances. alors, on n'a pas été du tout indemnisé parce que Ouais. les échelles de valeur sont ni plus ni moins de 1 pour 10. Aujourd'hui, l'assureur ne jouant pas son rôle, on a fait le choix avec ma sœur de réinvestir. On va essayer du moins. Donc après, j'ai pris contact avec tous les partenaires, DevUp, la région, la BPI, pour pouvoir reconstruire au plus vite notre usine. C'est notre pôle matière première qui a été détruit par un incendie, donc le 11 octobre 2019. Et ce faisant, bah, l'activité, malgré tout, elle est là. Elle évolue tout le temps. Elle n'arrête pas. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans une agence Big Mat, la première qui va diffuser mes produits, donc produits recyclés, recyclables. Donc, on connaît toute la partie dialogue qui va autour de l'économie circulaire. Mais malgré cet incendie, ben, l'activité, elle ne fait qu'évoluer. Et donc, on a fait le choix, ni plus ni moins, de ne pas attendre cette potentielle indemnité, puisque l'assureur ne joue pas le jeu, tout simplement. Alors justement, là, vous êtes entrepreneur et l'entrepreneur que vous êtes, c'est être volontaire, avoir véritablement cette envie de continuer coûte que coûte, de tenir bon. Comment on tient quand on est face à des événements comme celui-là? Comment ça se passe dans la tête? Déjà, la priorité, c'est surtout, je dirais, vouloir continuer à pérenniser les choses. Moi, derrière, je suis pas tout seul. J'ai toute une équipe. L'équipe nous a soutenus. L'intérêt, il est quand même que chacun garde son emploi. On a un produit qui va bien, donc automatiquement, déjà, ça nous emmène un petit peu vers le haut. Ça nous rebooste aussi quand on voit des clients qui sont satisfaits de nos produits, qui reviennent en permanence. C'est ça qui vous donne l'énergie Ouais. de continuer de tenir Ça, et ça nous d'aller de pousse l'avant. beaucoup plus haut. Ça nous pousse beaucoup plus haut. Et vous savez, il n'y a pas meilleur commercial qu'un client qui est satisfait. Donc, je dirais pour que ça aille bien au niveau moral, on a affaire ni plus ni moins à des gens qui sont très compréhensifs de la situation, qui n'est pas facile face à notre incendie. Mais malgré tout, on arrive à avancer dans les projets et puis c'est surtout de se donner toujours des nouveaux projets à mettre en œuvre. Là, moi, mon dernier projet en ce moment, c'est la diffusion dans les Big Mat. C'est un projet qui est en cours de réalisation. Donc ça nous pousse à avancer. On voit l'arrière, on voit le chemin derrière nous, certes, mais ça nous emmène vers le haut. Et associé à tout ça, quel plaisir on a quand on a un client qui est satisfait en face de nous. Bien sûr. Et ça ne s'arrête pas là parce que votre volonté est justement aussi de travailler un peu pour l'avenir, de C'est ça. travailler en sensibilisant justement les jeunes
et en les sensibilisant, notamment dans les collèges. Expliquez-nous un petit peu quelle est votre démarche que vous menez justement avec ces journées d'information et d'échange que vous menez notamment avec la CEMA, c'est ça aussi? Expliquez-nous. Alors, pour commencer, déjà moi et ma sœur, on a grandi avec cette fibre environnementale qui était importante pour nos parents. Donc chez nous, c'est ancré. On peut dire ce qu'on veut, c'est là. Donc sur la moindre décision qui est prise, on a forcément la réflexion de dire quel impact on aura face à l'environnement. Pour arriver à avancer, il faut surtout sensibiliser les plus jeunes. Aujourd'hui, ils y sont sensibles, ils s'aperçoivent réellement des erreurs qui ont été commises dans le passé. Donc pour pallier à ça, face à notre activité, le mieux c'est de sensibiliser tous ces jeunes. Donc en plus de commercialiser donc mes produits et de permettre aux jeunes de les utiliser à la fois dans des aménagements collectifs, donc les écoles et les lycées, à chaque nouvelle installation, que ce soit des bancs, des jardinières, des espaces d'ombre, on fait une petite formation. Je prends les éco-délégués qui sont dans les établissements concernés et à chaque fois, je leur explique, je prends tous les jeunes autour de moi et je leur explique quel est le déchet, d'où il vient et ce qu'on en fait. Pour que les jeunes ils intègrent parfaitement les choses, il faut leur expliquer, il faut leur montrer et puis là, ils voient réellement l'impact du geste du tri. C'est ce qui est primordial aujourd'hui. Donc, alors, c'est une démarche, je vous coupe, mais c'est une démarche qui est complètement vertueuse et qui est tout à fait intéressante et tout à fait inspirante pour les personnes qui nous écoutent. C'est que effectivement, ça peut jouer d'une part, bien sûr, pour l'environnement lui-même, pour être informé sur l'environnement, être informé aussi, être informé et être formé quelque part pour pouvoir pourquoi pas, s'orienter aussi vers des sociétés comme la vôtre. Et ça pourrait jouer en faveur du recrutement qui est, ma foi, assez compliqué. On l'évoquera peut-être avec d'autres invités aussi cet après-midi. Et puis, ces jeunes sont des consommateurs de demain. Exactement. Pour arriver à faire comprendre aux jeunes, la première chose, au niveau de l'information, c'est de prendre le temps d'expliquer ce qu'il en est. L'importance de réagir et puis surtout l'importance du geste de tri. Donc ces jeunes, en général, qui sont sensibilisés un minimum, tôt ou tard, plus tard, ils vont perpétuer la même chose. Et après, le tout, c'est de changer aussi la réflexion que chacun a face à l'idéologie, face aux produits recyclés. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Heureusement d'ailleurs, parce que Tradip ne serait pas là aujourd'hui. Moi, je vois dans la diffusion de nos produits, on a des produits qualitatifs. Donc, c'est pour ça que c'est important de changer cette psychologie et puis de dire, moi, j'ai l'objectif d'arriver à la fin et de dire simplement, n'importe quel client doit avoir dans sa réflexion, par exemple, d'aménagement extérieur de sa maison, il doit même plus se poser la question s'il va s'orienter sur un produit neuf ou un produit recyclé. Il faut que ça aille automatiquement vers le produit recyclé. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. Dans le cadre de la transition énergétique, on est obligé, justement, de gérer nos propres déchets. Chaque pays est obligé. Donc, à un moment donné, il faut, en plus que les systèmes industriels se plient aux éléments, mais il faut surtout que l'état d'esprit face à la consommation des produits recyclés change complètement. Et c'est en train de se faire. On sent réellement l'accélération depuis 2-3 ans, même au niveau des collectivités. Je fabrique tous les ans de plus en plus de mobilier urbain associé avec toutes les collectivités locales, d'autres gros groupes en partenariat. Je ne vais pas vous citer, mais un des plus gros groupes au niveau des aménagements extérieurs et routiers. Aujourd'hui, je suis passé fournisseur français, le seul fournisseur français en mobilier issu de la brique alimentaire. Bravo, super, super. Je vais passer la parole à
puisqu'on arrive à peu près au terme de notre table ronde, de passer la parole à Alain. Est-ce que vous auriez un message, voilà, un peu à faire passer à celles et ceux qui nous écoutent, qui voudraient se lancer dans changer de voie, qui voudraient se lancer dans la création d'entreprise, ou alors peut-être les erreurs que vous ne recommettriez plus. Ça pourrait être quoi? Alors, non, il y a un message qui est clair. J'ai pas commis l'erreur, mais par contre, c'était vraiment le fait que le projet a marché. C'est que c'est un projet avant tout de famille. Quand on mène un projet comme ça peut pas être un projet unilatéral où je dis voilà, j'ai envie de changer de métier et parce que ça va coincer, il peut y avoir donc des problèmes, enfin voilà, au sein de la famille après. Il faut vraiment que ce soit quelque chose où on sente que c'est vraiment partagé et qu'on est soutenu et qu'il y a un équilibre et que tout le monde s'y retrouve, quoi. C'est vraiment quoi qu'on fasse, quelle que soit la direction que l'on prend dans son projet professionnel, il faut que ce soit à deux, et enfin même plus en famille. En famille. C'est un message qu'on a fait passer aussi ce matin, mais effectivement, se lancer dans la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise, c'est effectivement une démarche globale et un projet global avec la famille. Et l'autre élément, c'est que on peut pas avoir des certitudes. Il faut oublier toutes les certitudes et être à l'écoute. Prendre toutes les infos on le peut prendre. Et ne pas se laisser embarquer dans une direction sous le prétexte d'une information, mais vraiment être à l'écoute, prendre plein d'informations et après analyser et prendre une décision. Et se remettre en question, sans cesse. Votre devise pour les internautes, Grégory, ça serait quoi si vous nous faites partager? Alors moi j'ai 2 mots, je dirais. Le premier qui commence par la 4e lettre, la débrouillardise. Débrouillardise, oui. Et après la persévérance. Persévérance, parce que ça commence aussi par le P, donc comme le travail avec passion. Il faut être passionné dans ce qu'on fait. Si on travaille pas avec son cœur et avec ses tripes, surtout quand on est entrepreneur, on n'arrive pas forcément à avancer dans le bon sens. Merci beaucoup. Je vais laisser. Merci à vous deux et bravo pour vos parcours respectifs. Je vais laisser la parole à William qui voudrait intervenir. Oui, écoutez, d'abord, merci à vous deux, messieurs, à toi, Frédéric, accessoirement. Juste pour vous dire, parce que vous ne voyez pas tous les messages du public, alors je vais vous en lire quelques-uns quand même, parce que c'est important. Bravo, vous êtes inspirant. Expliquer toute la démarche et sensibiliser au traitement et du zéro déchet est une chose essentielle de nos jours. Notre avenir en dépend. Félicitations, Monsieur Verdès, pour l'engagement de Tradib. L'entrepreneuriat est une aventure collective, à commencer en effet par la famille, conjoint et conjointe. Vous êtes passionnant. Je n'en ai vu d'autres. De tout cœur avec vous et votre équipe. Joliment dit, il n'y a pas de meilleur commercial qu'un client satisfait, c'est vrai. Tout est noble dans la démarche et quelle résilience. Bravo à vous deux. Voilà, il y en a plein comme ça, donc je vais pas tous les citer. Donc merci en tout cas de votre présence. Et puis je te prends un petit peu la place, Frédéric. N'hésitez pas à participer au jeu concours. Vous allez tout en haut de la page, il y a un menu où il y a marqué accueil. Vous cliquez sur accueil, vous descendez un petit peu et vous pourrez accéder, vous inscrire au jeu concours pour gagner des séjours pour entreprendre dans nos départements du centre Val-de-Loire. Et puis Fred, on se retrouve nous dans 15 minutes. Ben oui, dans 15 minutes, parce qu'on aura une nouvelle table ronde qui parlera des réseaux de financement. Donc un sujet évidemment important, on l'a vu dans les deux cas qui vous ont été présentés ici dans cette table ronde. Voilà, merci à vous deux encore. Merci William pour tout le background derrière, parce qu'il y a du monde et ça bosse et c'est pas simple. Et merci, et puis rendez-vous dans quelques minutes, dans 15 minutes. À tout de suite, merci.